Salam alaikum. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans ce premier chapitre, nous allons vous faire quelques rappels de cours de dynamique et de mécanique et on va faire une introduction au formalisme de Lagrange. Alors d'abord les rappels de dynamique du solide. On définit donc M1, M2, MI jusqu'à Mn, repérés par leur vecteur position dans l'espace par R1, R2 jusqu'à Rn. Alors le centre de masse du système, c'est le point C défini par son vecteur position Rc. Il est égal à sigma de Mi fois Ri divisé par sigma de I égale Rn de Mi. Il est égal à sigma de Mi Ri sur, en fait, sigma de Mi, c'est la somme de toutes les masses. Donc on va dire c'est la masse totale du système. Grand M représente la masse totale du système. Alors, une remarque, c'est que Rc, à partir de cette relation, est égal à sigma de Mi Ri sur sigma de Mi. Donc, si je fais le produit moyen extrême, c'est-à-dire si je ramène celui-là ici, ça va me donner sigma de Rc, sigma de Mi est égal à sigma de I égale à N de Mi Ri. Alors, ce vecteur Ri, qui est le vecteur position de la masse I, je peux le décomposer donc, en utilisant la relation de Charles, c'est-à-dire, je vais dire que Ri, il est égal à Rc plus Cm. Et Cm, je vais l'appeler R'I. C'est la position de la masse Mi par rapport au centre de masse. Donc, si je fais ça, ça va me donner, donc, si j'ouvre les parenthèses, ici, ça va me donner Rc sigma de Mi, et Rc ne dépend pas de I, je peux le sortir. Donc, ça va me donner Rc sigma de Mi pour ce terme-là. Et pour ce terme-là, il va me donner sigma de I égale à N de Mi R'I. Alors, vous constatez que ce terme-là n'est autre que celui-là. Donc, si ces deux membres sont égaux, il faudrait que celui-là soit obligatoirement nul. Donc celui-là, il est égal à 0. Alors pour un corps solide, on définit le centre de masse par, donc si on considère un corps solide de masse grand M, disposé dans l'espace, le centre de masse de ce corps est le point C dont le vecteur position est Rc est égal à, c'est l'intégrale de Rdm. Alors dm, c'est un petit élément de masse de ce corps. R, c'est le vecteur position de l'élément de masse dm. Et grand M, c'est la masse totale. Donc ici, c'est la masse totale, c'est le cylindre ici. Mais l'objectif de ce module, c'est l'étude des vibrations surtout. Donc on ne rentre pas trop dans les détails, mais il est juste bon de rappeler. Bien, alors maintenant on va parler de l'énergie cinétique d'un ensemble de masses ponctuelles. On considère un ensemble de masses ponctuelles M1, M2 jusqu'à Mn en mouvement, puisqu'on s'intéresse à l'énergie cinétique, donc il faut qu'il y ait un mouvement. Elles sont repérées par le vecteur position R1, R2 jusqu'à Rn, donc c'est ce schéma-là. Donc M1, R1, MI, RI et Mn repéré par Rn. Alors évidemment, ce système il a un centre de masse, C, et le vecteur R'I, donc c'est C jusqu'à MI, c'est la position par rapport au centre de masse. Alors Vc, on va désigner par Vc la vitesse du centre de masse de ce point-là, et Rc, son vecteur position.
Alors l'énergie cinétique de cet ensemble de masses ponctuelles, c'est T égale à sigma de I égale 1 à N. Ben, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques, c'est-à-dire 1 demi de MI, VI carré, c'est-à-dire DRI sur DT carré. Ensuite, RI, ici, ce vecteur position RI, je vais le décomposer, je vais dire c'est la somme de celui-là et celui-là. Donc c'est 1 demi de MI, DRC plus DR'I sur DT. Le tout carré. Donc maintenant, la dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivées. Donc DRC sur DT, c'est tout simplement VC. Et dR'I sur DT, c'est tout simplement la vitesse par rapport au centre de masse que je vais appeler V'I. Donc c'est ces deux-là qui sont élevés au carré. Donc ici, c'est au carré. Donc qu'est-ce que ça va me donner quand j'élève au carré? Ça va me donner 1 demi de MI VC carré. VC ne dépend pas de I, je vais le sortir. Il va me rester donc VC carré que multiplie 1 demi de VC carré sigma de MI. Sigma de MI, c'est grand M, la masse totale. Il va me rester le double produit et il va me rester 1 demi de MI V'I carré. Voilà, donc on peut continuer. Donc ça va me donner ça, voilà. Sigma, donc on a dit le premier terme c'est 1 demi de VC carré sigma de MI qui va me donner M. Ce terme c'est l'énergie cinétique du centre de masse, puisque VC, affecté de la masse totale du système, grand M. Ce terme-là, c'est sigma, donc c'est le deuxième terme au carré, de 1 demi de MI V'I carré. Ici, on peut dire c'est l'énergie cinétique par rapport au centre de masse, plus c'est la vitesse par rapport au centre de masse. Donc c'est l'énergie cinétique de l'ensemble des particules par rapport au centre de masse. Et enfin, le double produit, donc il n'y a pas de 1 demi ici, c'est le double produit. Donc c'est VC D sur DT de sigma de I égale à 1 de MIRI. Vous pouvez donc rentrer ici pour avoir V' si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Ici, ça saute mieux. Donc dans le premier paragraphe, on avait démontré que ce terme-là est égal à 0. Donc celui-là, il ne nous embête pas. Donc finalement, l'énergie cinétique d'un ensemble de particules, c'est l'énergie cinétique du centre de masse affectée de la masse totale, plus l'énergie cinétique, ici c'est de chaque particule par rapport au centre de masse. Dans le rappel du centre de masse, c'est ce qu'on appelle le théorème de Koenig, dû à Johann Samuel Koenig. Donc, alors celui-là, et c'est à partir de ça qu'on a donc la formule de l'énergie cinétique d'un corps solide. C'est 1 demi de VC carré plus on introduit le moment d'inertie. Donc voilà ce qu'on obtient. L'énergie cinétique d'un corps solide, c'est l'énergie cinétique, ce qu'on appelle habituellement, c'est l'énergie cinétique de translation plus l'énergie cinétique de rotation. Donc elle s'écrit 1 demi de M VC carré plus 1 demi I delta θ point carré. VC, c'est la vitesse du centre de masse du solide. θ point, c'est l'angle et c'est la vitesse angulaire du corps, dans le cas où il y a également une rotation. Et delta, c'est un axe qui passe par le centre de masse du corps. Donc, il faut toujours prendre l'axe par rapport au centre de masse. I delta, c'est le moment d'inertie du corps par rapport à delta. Alors, pour le moment d'inertie, comment on le calcule? On le calcule de la manière suivante. Le moment d'inertie d'un corps par rapport à un axe delta se calcule en utilisant la formule suivante. I delta est égal à sigma de R carré fois dm. Intégrale triple de R carré dm. dm, c'est un élément de masse du solide. R, c'est la distance entre dm et l'axe, par rapport à quoi on veut calculer le moment d'inertie. Et donc on fait l'intégrale.
Donc voilà. Mais ceci étant, l'objectif de ce cours n'est pas de calculer des moments d'inertie. Donc les moments d'inertie, en principe, on vous les donne. Alors un théorème qui, dans des cas simples, vous facilite la vie, c'est ce qu'on appelle le théorème de Huygens. Si on considère un axe delta passant par le centre de masse d'un corps de masse m, soit un axe delta prime, donc on a un axe delta qui passe par le centre de masse. On a un axe delta prime qui est parallèle à delta, mais la distance entre les deux est d. Alors ce théorème de Huygens vous dit que connaissant le moment d'inertie du corps par rapport à delta, si je connais le moment d'inertie par rapport à cet axe, je peux déduire le moment d'inertie par rapport à delta prime par la relation I delta prime est égal à I delta plus md carré. Donc I delta, alors deux choses que vous allez utiliser, qu'on utilise dans 99% des cas dans le modèle vibration et onde, c'est les cylindres et les tiges. Donc pour un cylindre, I delta par rapport à son axe delta, c'est 1 demi mr carré, un cylindre plein. Et pour une tige, I delta, c'est ml carré sur 12. Alors ça, il vaut mieux le retenir dans le cas où vous passez un examen où on oublie de vous les donner, c'est peut-être supposé connu. Voilà, donc il faut retenir par rapport à l'énergie cinétique. Alors pour l'énergie potentielle, on considère un corps en mouvement sous l'action d'une force F, conservative et intérieure au système. Donc c'est très important. F, c'est la force qui crée le mouvement. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui bouge sur un sol horizontal, ben, le poids n'entre pas en considération parce qu'il est perpendiculaire au mouvement et la réaction du sol aussi. Donc ce sont deux grandeurs, deux forces qui ne participent pas au mouvement. On ne les prend pas en considération. Alors RC, si on désigne par RC la position du centre de masse du corps, alors l'énergie potentielle du corps se calcule grâce à la relation U égale A moins F dRC. L'intégration se fait généralement, une intégrale, vous pouvez la laisser libre comme ça, donc définie à une constante près. Vous pouvez mettre aussi également des bornes. C'est généralement de la position d'équilibre à la position du système, ou d'une manière générale, de la position où l'énergie est minimum jusqu'à la position de travail à l'instant T. Je voudrais juste vous rappeler deux dérivés, deux méthodes de dérivation qu'on oublie tout le temps. Quand vous dérivez une fonction qui dépend d'une deuxième variable, d'une variable θ par exemple, dr sur dt, c'est delta r sur delta θ fois dθ sur dt. Mais dθ sur dt, c'est par exemple la vitesse angulaire, on le désigne par θ point. Donc si vous faites dr sur dt, vous dérivez par rapport à θ et vous multipliez par θ point. Et si vous calculez uniquement dr, parce qu'ici il n'y a que dr qui intervient, dr est égal à delta r sur delta θ que multiplie dθ. Alors pour la deuxième partie du cours, on va parler du formalisme de Lagrange. Donc après le formalisme de Newton, donc qui est basé sur les forces, Lagrange, il a développé un formalisme qui est basé sur le calcul des énergies. Alors, avant de commencer, il faut rappeler quelques définitions. Un système, d'abord les degrés de liberté, un système est dit à n degrés de liberté si sa description ou sa position nécessite la connaissance de n variables indépendantes. Ces variables sont notées Q1, Q2 jusqu'à Qn. On les appelle généralement les coordonnées généralisées. Lorsqu'un système est soumis à des contraintes ou bien des obligations,
on dit qu'il est soumis à des liaisons. Alors ces liaisons, on les traduit généralement par des équations mathématiques. Alors comment on calcule le nombre de degrés de liberté? Vous avez deux possibilités. Si vous avez que des systèmes de particules, de masse ponctuelle, alors si un système est constitué de NP particules, de masse ponctuelle, son nombre de degrés de liberté c'est ND ou NDL égale à 3NP moins NL. Alors l'idée elle est simple, c'est que si j'ai une masse ponctuelle, elle peut se déplacer dans l'espace suivant X, Y ou bien Z. Donc elle a 3 degrés de liberté. Donc si je prends une masse ponctuelle, elle a 3. Si je prends plusieurs, il faut multiplier ce nombre par 3. Le nombre de liaisons, c'est le nombre de conditions. Et ND, c'est le nombre de degrés de liberté. Maintenant, si vous avez un mélange entre corps solide et masse ponctuelle, alors pour un corps solide qui a un volume, il peut se déplacer suivant X, suivant Y et suivant Z. Translation. Mais il peut tourner aussi autour de son centre de masse et faire 3 rotations, par exemple ρ, θ et φ. Donc pour un corps solide, vous avez 6 degrés de liberté. Donc d'où la relation ND est égale à 6NS plus 3NP, s'il a des masses ponctuelles, moins le nombre de liaisons totales. Alors exemple, quel est le nombre de degrés de liberté d'un patineur sur glace? On suppose qu'il ne se décolle pas et qu'il reste tout le temps collé à la glace. Alors ici, le nombre de particules, c'est 1. On suppose que le patineur ou la patineuse, c'est un point matériel. Ici, NP est égal à 1. Le nombre de liaisons, c'est quoi? C'est que la masse ponctuelle reste collée au sol. Donc, elle a Z qui est égal à 0. Donc, ND, c'est 3 fois NP, moins 1, c'est-à-dire 2. Les coordonnées qu'on utilise pour décrire le système, c'est généralement X et Y. Alors, un système, maintenant on va définir les systèmes dits conservatifs. Un système est dit conservatif si son énergie totale est conservée dans le temps. Le système peut être un système électrique, il peut être un système mécanique, n'importe quel système. C'est-à-dire que T plus U est égal à constante. Un système est dit dissipatif si son énergie totale diminue dans le temps. Par exemple, si vous avez des forces de frottement qui diminuent de l'énergie. Et un système est dit forcé si il est mis en mouvement par un manipulateur extérieur. Alors ici, vous avez 3 exemples. Un système donc conservatif. Ici, c'est le poids qui crée le mouvement. Donc, énergie cinétique plus énergie potentielle est constante. Si vous mettez cette masse à l'intérieur d'une bassine d'eau, on suppose qu'il va y avoir des frottements. Et donc, l'énergie et l'amplitude va diminuer doucement. Et donc, ce système, il est dit dissipatif. Et si maintenant, vous avez ce système-là, que vous mettez tel qu'il est ou dans de l'eau, peu importe, si vous exercez, vous mettez votre main dessus et vous le faites bouger comme ça, donc il devient oscillation forcée. F de t, c'est la force extérieure. On la représente généralement par une double flèche pour dire que généralement elle fait des va-et-vient comme ça, puis comme ça. Donc elle secoue le système. Bien. Alors en considérant maintenant un système mécanique sur lequel s'exerce une force F de t. C'est une force consécutive, dissipative ou extérieure. On n'a pas précisé. Soit RF le vecteur position du point d'application de cette force. Alors, c'est une définition. On appelle force généralisée conjuguée de la coordonnée QI, le produit scalaire F, cette force, que multiplie delta RF sur delta QI.
Donc ça, vous voyez, c'est un produit scalaire. Donc le résultat, ce n'est pas une force. Parce que la première condition pour une force, c'est qu'elle doit être un vecteur. F de t peut être une force conservative qui dérive d'un potentiel. On la note généralement QI, U, FQU, pour dire qu'elle dérive d'un potentiel U. C'est une force qui peut être dissipative, force de frottement par exemple, on la note FQ alpha, ou c'est une force F de t, c'est une force excitatrice ou extérieure, on la note FQ extérieure. Donc c'est les trois types de forces qu'on rencontre. Alors il faut voir que FQI est un scalaire, donc ça ne peut pas être une force, parce qu'une force est un vecteur. Elle peut cependant, si la coordonnée QI est une distance x, y, z par exemple, alors ici l'unité c'est des mètres, ici QI est une distance c'est des mètres, donc il va vous rester ici des newtons. Donc FQI se mesure en newtons, sans qu'elle soit une force. Si la coordonnée QI est un angle, par exemple alpha, θ, donc c'est un angle n'a pas de dimension, donc il va vous rester ici des mètres fois des newtons. Donc c'est le résultat, c'est newton par mètre. Mais ce n'est pas un moment, parce qu'un moment aussi est un vecteur. Mais c'est homogène à un moment, on va dire, c'est tout. Alors, maintenant les équations de Lagrange, comment on les obtient? Équation de Lagrange pour un système à n degrés de liberté. Donc on considère une particule qui se déplace sous l'action d'un ensemble de forces dont la résultante c'est F. Donc on a une force F de t. Alors on considère R le vecteur position, donc soit R le vecteur position de la particule. Si j'applique la RFD, elle va me donner que F de t est égal à M A ou bien D de R sur dt carré. Alors le travail fourni par F de t, c'est dW est égal à F dr. Alors l'expression de dr en fonction de Q, donc on a déjà vu plus haut, dr c'est dr sur dq que multiplie dq. Donc j'ai dW c'est F dr et dr est égal à delta R sur delta Q dérivé par rapport à Q fois dQ. Donc si je remplace ici, vous aurez vous aurez ici F de t dr sur dq, dq. Donc je peux écrire dw, c'est fq dq. Fq, c'est tout simplement ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est F scalaire delta RF sur delta Q, c'est-à-dire la force généralisée. Donc quand vous remplacez dr par sa valeur ici, vous allez prendre F dr sur dq, vous allez l'appeler FQ, et puis vous avez le résultat. Alors, maintenant, revenons à la RFD. F de t, c'est M d de R sur dt carré. C'est M dv sur dt, si vous voulez, dériver de la vitesse ou bien dériver deuxième de la position. dw, c'est M. Donc, c'est M dv sur dt que multiplie dr sur dq fois dq. Donc, par ailleurs, je sais que si je dérive d sur dt de v dr sur dq, ça va me donner quoi si je dérive ça? Ça va me donner dérivée du premier, c'est dv sur dt, que multiplie le deuxième, dr sur dq, plus dérivée du deuxième, que multiplie le premier, c'est-à-dire v que multiplie d sur dt de dr sur dq. Alors ici, il y a de la manipulation à faire, de calcul d'intégrale, de dérivée partielle. Donc il faut faire attention. Alors dv sur dt de delta r sur delta q, donc est égal à, c'est-à-dire ce terme-là, est égal à d sur dt de v, ce terme, moins ce terme-là qui va venir ici,
d sur dt, dr sur dq. Il est égal à, donc maintenant, d sur dt de v dr sur dq moins v. Ici, on peut intervertir l'ordre, parce qu'en physique, on manipule des fonctions simples qui sont dérivables, qui sont continuellement dérivables, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc je vais simplement intervertir ici, je vais dire c'est delta q sur delta sur delta q de dr sur dt. Et à ce moment-là, ce terme-là, c'est tout simplement, donc ça va me donner d sur dt v dr sur dq et moins v dv sur dq. Donc ça, c'est v, donc dv sur dq, donc moins v dv sur dq. Alors cette étape est très importante parce que le tour est joué. Donc v, c'est, on a dit c'est dr sur dq, dq sur dt, c'est dr sur dq que multiplie q point. Donc dv, alors regardez bien maintenant, si je aide cette expression-là, je fais dv sur dq point. Je dérive cette expression-là par rapport à q point. Alors, si je dérive par rapport à q point, ça va me donner la dérivée de q point par rapport à q point, ça va me donner 1. Donc, si je dérive v par rapport à q point, il va me rester ce terme uniquement. Donc, dv sur dq point est égal à dr sur dq. Alors maintenant, je vais remplacer dr sur dq ici par dv sur dq point. Donc, en définitive, dv sur dt que multiplie dr sur dq, c'est d sur dt de v dv sur dq point moins v dv sur dq. Ou bien, alors, vous savez que delta sur delta q point de 1 sur v2 est égal à v. Donc, si je différencie, c'est au carré, donc le 2 il va rentrer. Donc, ça va me donner la dérivée par rapport à q point, va me donner v 2 fois v que multiplie dv sur dq point. Donc, voilà ce terme-là. Vous voyez, c'est celui-là. Donc, celui-là, il est égal à celui-là. Donc, on a ce terme. On le met ici. Et puis, d, même chose pour ce terme-là. d sur dq de 1 sur v2. Ben, si je dérive, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 fois. Donc, le 1 demi va partir. V que multiplie dv sur dq. Donc, ça va me donner ça, c'est-à-dire celui-là. Et en définitive, vous aurez donc dv sur dt que multiplie dr sur dq. C'est d sur dt de d sur dq point de 1 demi de v carré moins d sur dq de 1 demi de v carré. Et ensuite, si je reviens en arrière, parce que ce terme-là, vous voyez, ce terme-là, vous l'aviez ici. Donc dw c'est m, dv sur dt, dr sur dq. Donc dq, donc ça va me donner m, je remplace tout simplement par ce terme-là, ici. Là. Voilà. Et ça va me donner donc, si je fais rentrer le m à l'intérieur, 1 demi mv carré, ça va me donner l'énergie cinétique. Et ici, c'est l'énergie cinétique aussi. Donc d sur dt de delta sur delta q point, c'est ce terme-là, moins delta t sur delta q, c'est ce terme-là, avec m évidemment, dq, donc on avait dit que c'est égal à fq dq. Après, on vire les dq ici, donc il vous restera, c'est l'équation de Lagrange, comme elle a été écrite la première fois, c'est comme ça. D sur dt, delta t sur delta q point, moins delta t sur delta q est égal à fq. Mais simplement, on peut aller plus loin que dans le cas où on a des forces conservatives, on peut écrire fq, c'est moins delta u sur delta q. Elle dérive d'un potentiel. Donc ça se démontre celle-là. Hein? Donc ça se démontre. Et par ailleurs, u est indépendant de la vitesse. U
l'énergie potentielle ne dépend généralement pas de la vitesse, jamais de la vitesse, mais elle dépend de l'état du système. Donc on peut le rajouter ici. Donc on peut écrire. Donc ça c'est ce qu'on a obtenu, est égal à moins delta U sur delta Q. Ensuite, ce terme-là, delta U sur delta Q, je vais le mettre avec celui-là. Donc j'aurai delta T moins U sur delta Q. Et ici, dans ce terme-là, puisque c'est la dérivée par rapport à la vitesse, je peux rajouter ici dérivée de moins U aussi. Parce que dérivée de U par rapport à la vitesse, c'est 0. Il ne dépend pas de la vitesse. Donc ici, je l'ai rajouté, le moins U également, sachant que de toute façon, sa dérivée est égale à 0. Alors, on définit le Lagrangien par L égale à T moins U. Cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle le Lagrangien. Et donc, on écrit d sur dt delta L sur delta Q point moins delta L sur delta Q est égal à 0. C'est l'équation de Lagrange pour un système à n degrés de liberté. Donc, encore une fois, ce terme-là, il y est, c'est celui-là. Celui-là, nous l'avons rajouté pour faire apparaître le T moins U, sachant que la dérivée de U par rapport à Q point est égale à 0. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.